Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de commencer cette conférence par quelques remerciements. Antonine, Fula, Scarlett Reliquet, Alice Tremblay, Aude Durand-Delannoy et toutes les équipes du musée d'Orsay pour la confiance qu'ils m'ont accordée, l'aide qu'ils m'ont apportée, sans laquelle cette conférence n'aurait pas été possible. Je remercie aussi nos interprètes, Morgane et Marina de l'agence Trilogue, qui vont rendre cette conférence accessible à un large public. Et merci à vous d'être venus jusqu'à l'auditorium du musée d'Orsay pour écouter cette conférence. Donc il me revient d'ouvrir ce cycle, l'aventure Renoir, qui accompagne deux magnifiques expositions, Renoir dessinateur et Renoir et l'amour. Et j'en profite aussi pour remercier Paul Perrin et les commissaires de l'exposition et de rendre un hommage vibrant à Anne Distel, qui est voilà, la référence absolue pour bon nombre d'entre nous quand il s'agit de Renoir. Les baigneuses constituent un thème qui se situe précisément à la croisée, je pense, de ces deux expositions. Et c'est aussi un motif central dans l'œuvre de Renoir, auquel le peintre est encore aujourd'hui fortement identifié, y compris dans la culture populaire. Alors je ne résiste pas au plaisir d'ouvrir cette conférence avec un dessin que j'aime beaucoup, un dessin de Plantu qui faisait la une du Monde en 2009, au moment où précisément on ouvrait l'exposition Renoir au XXe siècle. Je vous montre l'affiche un petit peu plus sage que le dessin de Plantu, dont j'avais eu le plaisir d'être l'une des commissaires. Et Plantu, en une du Monde, s'était emparé précisément d'un grand tableau de baigneuses dont on va reparler. Et pour le dessinateur, ces femmes nues qui se prélassent au beau soleil du midi de la France étaient le symbole de l'insouciance, de la joie de vivre, de l'abondance. Elles semblent, vous le voyez, vivre d'amour et d'eau fraîche, en contraste avec les déficits budgétaires dont il est question dans le monde en ce mois de septembre 2009. Et vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. Donc Plantu, comme toujours, avait vu juste. Berthe Morisot, amie très proche de Renoir, le rappelait. J'ouvre les guillemets, le nu était pour Renoir une des formes indispensables de l'art. Cela semble aller de soi, en quelque sorte, que le nu soit une des formes indispensables de l'art. Quand vous arpentez les musées du monde entier, ce ne sont pas les peintures ou les sculptures de femmes nues depuis l'Antiquité qui manquent, mais à y réfléchir dans le contexte de l'impressionnisme qui se développe à la fin des années 1860 et au courant des années 1870, et dont Renoir est bien sûr un des grands protagonistes, cette prédilection pour le nu et pour le thème spécifiquement des baigneuses, on y reviendra, peut interroger. L'impressionnisme ne se définit-il pas précisément par son ambition de peindre ce qu'on appelle alors la modernité d'une époque qui est en pleine mutation au XIXe siècle. C'est le moment de l'urbanisation, de l'industrialisation, de la révolution des transports. Et les impressionnistes se sont distingués et ont choqué parfois, précisément en peignant ces grands changements de leur temps, des scènes de rue dans un Paris métamorphosé par Haussmann, des scènes de bal, de cabaret, de guinguettes, des trains, des gares, des courses de chevaux, bref, leurs contemporains habillés le plus souvent à la mode du XIXe siècle. Or, qui dit baigneur ou baigneuse dit nudité. Et que vient faire le nu, alors issu de la tradition antique, comme je l'ai dit, et comment peindre le nu quand on prétend peindre le présent ? C'est une des questions que nous nous poserons au cours de cette conférence, et pour ouvrir quelques pistes, je vais déjà circonscrire mon propos. Parce qu'en effet, on compte des centaines de nus et de baigneuses et de baigneurs, enfin plutôt de baigneuses, d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, dans l'œuvre de Renoir, entre le milieu des années 1860, lorsqu'il fait ses débuts de peintre, après avoir commencé dans les arts décoratifs, et notamment comme peintre sur porcelaine ou sur éventail, où il a peint d'ailleurs des baigneuses et des nus, jusqu'à l'année de sa mort en 1919. Donc je vais évidemment, dans le cadre de cette conférence, ne m'intéresser qu'à une petite partie d'un très vaste corpus, qui n'est pas toujours si bien connu d'ailleurs. Je vais d'abord me concentrer sur les nus féminins. Bon, vous allez me dire c'est assez facile, puisque Renoir n'a peint que quelques nus masculins, 2 ou 3 tout au plus. L'un des plus célèbres est très certainement ce jeune garçon que vous pouvez voir dans l'exposition
dans nos expositions en ce moment. Et donc au sein de ce corpus plutôt de baigneuses, donc de nus féminins, ce sujet des baigneuses issu de la tradition, qui a été traité sous le motif de la Diane au bain ou de la Vénus pudique, et qui est devenu particulièrement à la mode à partir du XVIIIe siècle. Évidemment, on imagine pourquoi. Cela permet de représenter le corps féminin, et notamment de s'intéresser à ce sujet qui est des baigneuses en extérieur, et souvent donc ces thèmes de la Diane au bain ou de la Vénus pudique sont représentés en pleine nature, au bord de cours d'eau ou plus rarement dans la mer. Au sein de ce large corpus de baigneuses de Renoir, j'en avais compté, mais je ne suis pas tout à fait sûre de mon calcul, autour de 350, je me concentrerai sur quelques grands tableaux. La carrière de Renoir est jalonnée en effet de tableaux monumentaux qui font en quelque sorte office en mauvais français, de statement, de manifeste, si vous voulez. Ce sont surtout des tableaux de figures et des sujets de la vie moderne, dont l'exposition Renoir et l'amour réunit un spectaculaire et magnifique ensemble, le bal du Moulin de la Galette, les canotiers. Mais quelques baigneuses se sont glissées dans cette suite de tableaux manifestes. Alors pourquoi et quels en sont les enjeux, et que révèlent ces baigneuses et ces corps féminins du projet artistique de Renoir et de sa vision au sujet complexe de la femme? Je le signalais dans la courte présentation écrite qui annonçait cette conférence, la représentation des femmes chez Renoir, après avoir été admirée en son temps comme une de ses spécialités, est en effet peut-être ce qui cristallise aujourd'hui le plus d'attaques et d'interrogations. Les nus de Renoir, dont on a souvent rapporté certains propos misogynes, mais qui pourtant étaient très liés à des grandes artistes et à des grandes intellectuelles féminines, et j'en veux pour preuve son amitié et sa proximité avec Berthe Morisot. Donc ces nus sont-ils réductibles à ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze, le regard masculin, c'est-à-dire un regard dominant d'un homme sur le corps des femmes, objectivé? Et si tel était le cas, qu'en dire et comment les regarder aujourd'hui? Donc je vais commencer mon propos avec la question des grandes baigneuses et du salon entre tradition, modernité et réalisme. Renoir fait en effet ses débuts à cette grande manifestation, dans cette grande manifestation artistique qui se tient chaque année lors de la seconde moitié du XIXe siècle, le salon. Vous voyez ici une image, un tableau plus exactement de Caballo-Lassalle qui vous montre à quoi ressemblait le salon, donc des milliers de peintures, de sculptures, d'œuvres accrochées à touche-touche. Ce sont des centaines de milliers de visiteurs. C'est un salon qui est couvert par la presse, où les collectionneurs, les marchands, mais aussi l'administration des beaux-arts font leur marché, si je puis dire, achètent, passent des commandes, repèrent les artistes. C'est vraiment le grand rendez-vous du monde de l'art international qui se tient à Paris chaque printemps. Donc pour un artiste qui fait ses débuts et qui veut s'imposer dans le monde artistique, c'est une étape incontournable. Et c'est encore plus vrai pour Renoir, si je puis dire, qui vient d'un milieu modeste et qui n'a pas un réseau de clients développé, même s'il bénéficie déjà de solides et précieuses amitiés. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une conférence de Marc Lecoeur dans ce cycle. Donc Renoir, au salon, fait des débuts plutôt discrets. En 1864, il a alors 24 ans. Et il va donc tous les ans essayer de participer à ce salon. Et je dis essayer parce qu'il est refusé en 1866 et en 1867. Et ces refus, ou ces décisions perçues comme arbitraires par Renoir et par ses amis, les futurs impressionnistes, Cézanne, Monet, Degas ou Pissarro, essuient les mêmes échecs au même moment, sera à l'origine de cette première exposition impressionniste indépendante qui se tiendra en 1874. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette conférence, c'est que au cœur de cette stratégie de conquête, si je puis dire, du salon, de la part de Renoir, figurent 4 tableaux de baigneuses. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue Renoir de ses camarades impressionnistes. Au salon de 1863, il se voit refuser une scène avec des nymphes
et des faunes. C'est un tableau qui a disparu. Ensuite, en 1866, il se voit refuser un tableau qui a également été détruit, mais dont on pense qu'il s'agit du tableau que vous voyez ici au mur de l'atelier de son ami Frédéric Bazille, atelier qu'il partageait rue de la Condamine. Et ce tableau, c'est celui-ci, probablement. Donc vous voyez ce thème de la baigneuse avec sa compagne vêtue à la mode du 19e siècle, on y reviendra. Et sous ce tableau, il y avait, sous le tableau de Bazille, il y avait une autre baigneuse de Renoir, cette Diane chasseresse qui est refusée au salon de 1863. Vous voyez la radiographie sous le tableau de Bazille qui montre la proximité des artistes entre eux à cette époque, et donc cette Diane chasseresse sur laquelle nous reviendrons également. Et ensuite, donc, enfin accepter cette magnifique baigneuse au griffon au salon de 1870. Donc pourquoi placer les baigneuses et ces grands nus féminins au cœur de sa stratégie, si je puis dire, et de sa volonté de s'imposer au public comme l'un des nouveaux peintres de cette génération ? Peut-être est-ce une demande, et peut-être Renoir veut-il coller, si je puis dire, répondre à une demande de la clientèle. En effet, au salon, les nus sont très nombreux, et le genre du nu, et les baigneuses en particulier, bénéficient d'une visibilité qui est somme toute assez inédite avant le XIXe siècle. Auparavant, ces nus étaient plutôt des commandes privées et restaient dans l'intérieur des collectionneurs, et ce n'est qu'avec le développement des musées, dont le XIXe est un des grands siècles, que ces tableaux finalement deviennent accessibles à un plus large public. C'est aussi avec la photographie qui s'invente et se développe au XIXe, ce sont aussi des sujets de prédilection pour ce nouveau média. Donc vous avez en quelque sorte un contexte culturel, anthropologique, sociologique qui est très favorable au nu. Autre raison, c'est que le nu, le corps humain, et ces sujets de baigneuse qui renvoient à la mythologie et à la tradition, ça relève de la grande peinture. Renoir ne peint pas des petits nus érotiques pour le marché que l'on trouve à ce moment-là sur le marché de l'art et auquel se prêtent un certain nombre de peintres, mais il propose ici des grands formats, des formats monumentaux. C'est une manière aussi de montrer son savoir-faire, de s'inscrire dans une tradition, et ça c'est un aspect très important sur lequel on reviendra tout au long de cette conférence. Et puis le corps humain, c'est aussi la pierre de touche. C'est ce qui signale finalement qu'on est en maîtrise de son art. Et le format donc est aussi un argument important, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu dans cet accrochage très dense, de se distinguer. Et le grand format, c'est évidemment un moyen de tenter d'être moins inaperçu, d'être plus visible au milieu de cette cohorte de tableaux. C'est aussi, enfin, un genre qui a été investi par les avant-gardes, par la modernité, et notamment par deux grands artistes qui sont très importants pour Renoir et pour la génération impressionniste. Il s'agit de Manet et de Courbet. Donc le scandale qu'avait provoqué le déjeuner sur l'herbe de Manet au Salon des Refusés de 1863 n'avait pas échappé à Renoir. Et ce tableau, c'est un tableau de bain. Vous voyez une baigneuse à l'arrière-plan, en train encore de se baigner, une baigneuse qui va se baigner ou qui s'est baignée au premier plan, et le tableau d'ailleurs s'appelait Le Bain, avant de s'appeler Le Déjeuner sur l'herbe. Donc les baigneuses de Manet, ce n'est plus Diane, c'est plus Diane et ses nymphes surprises par Actéon, mais ce sont des femmes d'aujourd'hui, accompagnées d'hommes parfaitement habillés, avec lesquels la baigneuse du premier plan semble tout à fait à l'aise, converse, sans aucune pudeur. Et dans les yeux du public du XIXe siècle, évidemment, ce tableau offre un miroir embarrassant. C'est une femme libre, une femme assurée, qui n'est plus une déesse, mais un modèle en chair et en os, voire une prostituée, comme souvent le regard de l'époque
le projeter, en tout cas une femme suffisamment libre et aux mœurs peut-être légères pour accepter de se dévêtir ainsi, entourée d'hommes. Et dans la vraie vie, si je puis dire, du XIXe siècle, un des rares contextes dans lesquels on a des images de femmes entièrement nues, entourées d'hommes habillés, ce sont des photos des ateliers où les artistes travaillaient d'après le modèle vivant. Plus important peut-être encore pour Renoir, c'est Courbet, qui montre au salon de 1853 ces grandes baigneuses, plus de 2 mètres de haut, donc on est véritablement ici dans la monumentalité. Et si vous avez en mémoire la composition du tableau de 1865, vous retrouvez une similitude très forte avec le tableau de Courbet. Pardon, excusez-moi, j'avais pourtant bien revu l'ordre. Donc, où est le scandale et la transgression de ce grand tableau de Courbet qui va profondément choquer? Il est évidemment dans le réalisme des corps, le nu et à travers le thème de la baigneuse. Ce sont des thématiques qui sont devenues depuis l'Antiquité l'expression par excellence de l'idéal, du beau idéal. La statuaire antique ne représente pas des corps nus réels, elle fabrique un corps, elle fabrique un idéal. Et vous voyez que Courbet défait assez violemment et de façon très radicale ce lien entre nudité et idéal. Son modèle, vu de dos, a des jambes assez lourdes, des chevilles épaisses, des hanches grasses, des pieds sales. Ça sera beaucoup souligné par la critique de l'époque. Et Courbet crée un effet de proximité et il va susciter la raillerie, voire le dégoût. Quand on lit les critiques de l'époque, on est très frappé par la violence de la critique. Et l'un d'entre eux écrira une remarque assez fine dont on se resservira dans cette conférence. Il écrit « Elle est plus que nue, elle est déshabillée ». C'est ce qui choque aussi. Mais vous voyez aussi que Courbet conserve quand même le lien avec la tradition. Le drapé, dont la baigneuse entoure ses hanches, à la manière d'une Vénus pudique, qui est un des grands classiques de la sculpture antique, et c'est un drapé un linge qu'il a ajouté a posteriori. Donc vous voyez cette ambiguïté dont va jouer à son tour Renoir. Donc le seul Renoir, la seule baigneuse de Renoir acceptée au salon, c'est cette grande baigneuse avec son chien, dit aussi Lise au bord de la Seine, qui offre, à mon avis, un dialogue très étroit avec Courbet. Donc c'est un grand format, le modèle c'est Lise. Lise très haut, c'est la compagne de Renoir à ce moment-là. C'est quelqu'un dont on reconnaît très bien les traits. Renoir obtient et cherche un effet de portrait qui contraste d'ailleurs avec le nu, le corps qui est assez réaliste, mais qui est quand même très, très solide, très sculptural. Et ce tableau offre en effet un compromis entre références classiques, réalisme et modernité, puisque Lise adopte ici la position d'une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité, l'Aphrodite de Cnide, de Praxitèle, dont il existe une foultitude de reproductions, de copies, d'interprétations. En voici une qui est conservée au musée du Louvre, et évidemment Renoir connaissait parfaitement ce topos, si je puis dire, de la sculpture antique. Mais la baigneuse de Renoir, c'est aussi une femme du XIXe siècle, et le tableau renvoie, qui est comme pour Courbet, plus nue, encore plus nue car elle est déshabillée. Vous voyez que Renoir compose au pied de la baigneuse une splendide nature morte de vêtements et de jupons, et elle est accompagnée d'une femme habillée. Et Renoir se réfère ici à un autre tableau de Courbet qui a fait grand scandale, Les Demoiselles de la Seine, exposé en 1857, et dont le public de l'époque avait immédiatement identifié les protagonistes, ces deux jeunes femmes alanguies avec les vêtements en désordre, à moitié dévêtues d'ailleurs, en tenue de dessous. Et évidemment, le public ne s'y était pas trompé et avait identifié ces jeunes femmes comme des femmes de petite vertu, comme des prostituées. Donc ce sont toutes ces références et ces allusions, si je puis dire, que manipule Renoir dans cette grande baigneuse au griffon, qui est quand même finalement comme un collage. Et il est intéressant de voir que Renoir a recours à ce thème de la baigneuse, à ce prétexte, si je puis dire, de la baigneuse antique pour peindre un nu,
qu'il modernise par les références au monde contemporain. S'il avait voulu peindre des baigneuses modernes, et il l'a fait, mais il n'a pas poussé l'exercice jusqu'au grand format, il aurait dû représenter des femmes tout à fait vêtues. Je vous montre ici les bains de la Grenouillère, qui fait partie d'un ensemble de pochades, d'études, pour reprendre le terme de Monet, qui peignait à ce moment-là le même sujet avec Renoir, à la fin des années 1860, avec en tête le projet d'en faire un grand tableau de figure sur ce sujet qui est le sujet moderne par excellence, mais qui ne verra pas le jour. Et vous voyez donc ces baigneuses à l'arrière-plan, très esquissées, à l'opposé donc de ces grandes baigneuses antiquisantes, classicisantes et modernes à la fois, que peint Renoir dans les années 1860. Pour peindre des baigneuses modernes, si je puis dire, Renoir aurait pu faire comme Degas, c'est-à-dire peindre des baigneuses à l'intérieur, à leur toilette. Mais ce qui intéresse Renoir, à mon sens, à travers ce thème, c'est au premier chef, pour citer à nouveau Berthe Morisot, le projet de, je cite Berthe Morisot, mettre une figure en plein air. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette deuxième partie, la chair en lumière, comment ce thème finalement de la baigneuse permet à Renoir d'assouvir ou de réaliser cet idéal de la peinture, de la figure en plein air, et comment il va finalement naviguer, si je puis dire, essayer de concilier cette référence assumée à la tradition et puis cette peinture de plein air qui définit l'impressionnisme dans les années 1870. Je reviens pour cela à notre Diane de 1867, puisque incontestablement, donc, Renoir représente Lise Tréhaut, vous reconnaissez son visage, dans cet extérieur très lumineux. Donc, comme toujours, il inscrit cette œuvre s'inscrit dans une suite de représentations prestigieuses et bien connues au XIXe siècle, qu'il s'agisse de la Diane de Houdon ou de la Diane sortant du bain de Boucher, qui est un des tableaux préférés de Renoir et dont nous reparlerons par la suite. Mais comme précédemment, donc, ces références n'interdisent pas un certain réalisme, présence du corps de Lise, travail au couteau pour donner une forme de physicalité, si je puis dire, de matière, à la fois au nu et au paysage. Et le paysage, c'est celui de la forêt de Fontainebleau. Mais l'effet de réalisme, il vient aussi de la pose, de l'ambiance générale de ce tableau, qui se ressent en fait de l'atelier, et la pose de Lise renvoie au vocabulaire de ces modèles, de ces poses en atelier. Je vous montre ici des photographies qui sont des clichés qui ont été pris un petit peu plus tard dans l'atelier d'un sculpteur, Jacques Delalin, et qui documentent ce travail de pose de modèles. Donc la Diane de Renoir, je reviens en arrière. La Diane de Renoir, elle est à la fois réaliste et parfaitement artificielle, à mon sens, sans qu'il faille, et ce n'est pas du tout une critique, sans qu'il faille y voir une ironie de la part de Renoir. Ce qui se met en place aussi dans cette Diane est caractéristique de ce qu'on retrouvera, à mon avis, dans ses nus tardifs, c'est-à-dire une indifférence complète et tout à fait assumée à toute vraisemblance. À mesure que l'impressionnisme se définit, se développe et s'affirme, la question du plein air va être réglée d'une toute autre manière, si je puis dire, dans un autre tableau de baigneuse de Renoir qui va susciter de vives réactions. On est près de 10 ans plus tard, 10 ans après la Diane. Donc je passe à nouveau sur ces images et j'en viens donc à ce magnifique torse. Le titre, donc, Étude, torse, effet de soleil, que Renoir montre à la deuxième exposition impressionniste de 1876. Alors, vous me direz, ce n'est peut-être pas une baigneuse, mais vous conviendrez qu'elle en a l'attitude. Elle reprend ici l'attitude à nouveau de la Vénus de Cnide, de la Vénus pudique. Vous voyez le geste de la main et la présence de la draperie. Et pourtant, Renoir nous montre
un torse, c'est-à-dire un fragment, à l'image de celui qui pend ici, dans l'atelier du peintre Adolphe Menzel. Donc vous avez vraiment ce vocabulaire du fragment, étude, fragment, effet. Ce sont autant ce sont des mots du titre de ce tableau qui renvoient à autant de catégories qui désignent des œuvres ou des recherches qui relèvent plutôt de l'univers de l'atelier et qu'en général les artistes ne montrent pas. Donc à la fois dans le dispositif, dans cet effet de fragments, dans cette accumulation de titres, d'une terminologie qui renvoie au monde de l'atelier, on peut voir comme une provocation ou du moins un pied de nez de la part de Renoir, auquel on reproche depuis 1874, depuis la première exposition impressionniste, comme aux autres impressionnistes d'ailleurs, de se contenter d'ébauches, d'études, d'esquisses. Le troisième élément du titre, qui renvoie au tableau, c'est celui d'effet de soleil. C'est celui effet de soleil. Et comme vous le voyez ici, contrairement aux années 1860, vous voyez que Renoir cherche à transcrire la lumière extérieure et ses effets, c'est-à-dire ce qu'elle change quand elle éclaire la chair. Ce n'est plus la lumière étale et régulière que vous aviez pu observer dans la Diane Aubin, dans la Diane de 1867 par exemple, mais c'est une lumière qui est papillotante, qui est filtrée par les frondaisons et qui forme des taches d'ombre colorées sur la peau. Vous les voyez ici, dans ce détail, ce sont des ombres bleutées, ce sont des ombres violettes, ce sont des ombres rosées aussi. Et saluant ces effets de couleur, un critique de l'époque voyait dans ce tableau un morceau, encore un fragment, mais un morceau au sens vraiment de morceau de peinture. Il y voyait un morceau de coloriste. Mais d'autres critiques, dont on a fait grand cas, je crois qu'il n'était que 2 à avoir cette lecture, ont insisté sur un autre aspect de ces jeux de couleurs. Pour eux, ces taches violettes, ces taches mauves, ces nuances de vert sur la peau évoquent plutôt, je cite, des chairs en décomposition, ou encore, j'ouvre les guillemets, les tons violacés de chair faisandée. Pour ces critiques, ce n'est pas un nu, c'est un cadavre. Ce torse est en fait un des rares essais de peindre un nu impressionniste en plein air de la part de Renoir. C'est un tableau qui finalement reste assez à part dans sa production des années 1870, mais aussi dans la production des impressionnistes des années 1870. Cézanne peindra, évidemment, dans les années 1870, quelques baigneurs en plein air, mais ce sera surtout le sujet de son œuvre à partir des années 1880. Et dans cette rareté du nu, dans les années 1870, j'y vois finalement la difficile alliance entre nu, baigneuse, plein air et modernité. Renoir délaisse donc un petit peu le genre et il va renouer avec le nu monumental au début des années 1880, donc en même moment que Cézanne, qui multipliera lui aussi des tableaux de baigneurs et de baigneuses. Bon, avec Cézanne, on ne sait jamais trop. Il y a une sorte de confusion, de trouble dans le genre, comme on dirait aujourd'hui. Donc ce tournant des années 1880, il s'opère chez Renoir à travers une magnifique série de tableaux, dont cette baigneuse 1, que Renoir destinait au salon de 1882. Il avait fait son retour au salon, car les expositions impressionnistes ne lui apportaient pas nécessairement la clientèle attendue. Et cette magnifique baigneuse qui s'inscrit finalement en quelque sorte dans la suite des baigneuses de 1860 est vraiment un tableau assez extraordinaire et qui nous permet aussi de mesurer
l'évolution ou la maturation de la réflexion de Renoir et de sa pratique du nu et de son retour à ce thème des baigneuses. Donc la comparaison avec les années 1860, elle s'arrête, elle tourne un petit peu court, hein, puisque à la brune, lise, très haut, succède ici la blondeur et la pâleur de celle qui est devenue la nouvelle compagne de Renoir, Aline Charigot, et qui sera la mère de ses 3 fils et son épouse. Il l'a peint ici au moment de leur voyage en Italie. On est à Capri, et d'ailleurs Aline se souviendra de ce voyage comme un voyage de noces avant l'heure, si je puis dire. Et vous voyez immédiatement que ces teintes douces, pastel, sont moins un effet de réalisme qu'un dialogue que Renoir engage à nouveau avec la tradition, avec le grand genre, avec l'histoire de la peinture, et en particulier ici avec les fresques qu'il admire en Italie et celles de Raphaël, qu'il voit pour la première fois en vrai. Hein, c'est son premier voyage en Italie. Et la baigneuse de Capri, c'est un tableau que je trouve absolument extraordinaire, que j'aime beaucoup. Cette baigneuse est bien le manifeste d'une nouvelle orientation. Vous voyez ici que s'opère, et c'est là que les baigneuses font aussi le lien entre les 2 expositions qui vous sont proposées aujourd'hui à Orsay. Donc vous voyez ce retour au dessin qui donne toute sa sculpturalité au corps de la baigneuse et toute sa clarté, toute cette simplicité à la composition. La référence à la statuaire antique reste, et au type de la Vénus pudique, de la Vénus de Cnide, reste présente, hein, si l'on est attentif au geste d'Aline qui attrape ce linge pour le remonter sur sa jambe, et ce bras posé, donc, qui vient masquer le sexe de la jeune femme. Cette pièce de tissu blanc évoque bien davantage les drapés antiques, atemporels, que les robes du XIXe siècle que vous observiez au pied de la baigneuse au griffon. Aline est bien nue, cette fois plus que déshabillée, et la lumière éclatante du jour, du midi et du sud de l'Italie, au lieu d'apporter ces taches de couleur jugées morbides par certains des critiques en 1876, apporte au contraire une lumière très éclatante, et cette jeune femme et cette baigneuse est finalement rayonnante de santé, de beauté et d'harmonie. Et c'est un thème important, je pense, chez Renoir, à mesure qu'il développe ce thème des baigneuses et qu'elles vont connaître un renouveau profond dans son œuvre. Cette jeune femme, cette baigneuse, à travers la présence d'Aline, dégage beaucoup d'harmonie, mais elle se détache aussi très nettement du paysage, en un effet de juxtaposition entre le corps et la mer et le paysage, ce qui va devenir de plus en plus fréquent dans les baigneuses de Renoir de l'époque, des années 1880 et ensuite de la fin de sa vie. Et c'est en cela, quand je vous parlais au début de cette conférence, d'une forme d'indifférence très assumée à finalement tout ce qui pourrait être de la vraisemblance. Vous voyez ici qu'au contraire de 1876, Renoir revient davantage dans ses figures en extérieur à un effet de juxtaposition du corps dans la nature. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez cette très belle baigneuse qui est conservée aux États-Unis. Vous voyez le même effet de collage, en quelque sorte, hein, d'autonomisation du corps de la baigneuse qui existe par elle-même. Renoir faisait des études et vous le retrouvez à l'arrière-plan, que ce soit donc l'arrière-plan des baigneuses ou alors dans un autre paysage, dans un autre lieu, à Dieppe, dans ce très beau tableau de figure, mais vous retrouvez cet effet à nouveau presque de juxtaposition. Je dirais que le grand manifeste de cette réorientation et de cette réappropriation des baigneuses chez Renoir, ce sont ces merveilleuses baigneuses de Philadelphie, que Renoir a intitulé « Essai de peinture décorative ». Ces baigneuses, elles ont été, comme vous le verrez dans la magnifique exposition sur Renoir dessinateur, préparées par un travail de dessin très intensif, inédit, porté à un niveau d'intensité inédit dans l'œuvre de Renoir. Il y a travaillé pendant 3 ans
pour mettre en place donc ces 5 baigneuses qui s'ébattent, certaines au premier plan, d'autres à l'arrière-plan. Et cet effet de premier plan et d'arrière-plan, cette distinction de 2 plans, vous allez le retrouver maintenant, à partir de maintenant, dans tout le thème des baigneuses en extérieur qui va irriguer l'œuvre de Renoir. On est presque en position de voyeur ici, on est comme Actéon qui surprend Diane et ses nymphes. On est clairement hors du temps. Vous le voyez au drapé, vous le voyez à cette harmonie hein, et à cette atmosphère presque d'âge d'or que développe Renoir dans cette peinture qui est presque une rêverie, une utopie qui est renforcée par l'ambition décorative que donne Renoir à ce tableau. Vous voyez aussi que comme dans la baigneuse de 1881, il a recherché par sa palette, par le traitement par sa technique, par le traitement des corps, à non pas imiter, mais rivaliser avec la fresque, avec cette grande tradition de la peinture murale qui l'a tant marqué lors de son voyage en Italie. Le tableau est terminé en 1887. Il est exposé dans une galerie Georges Petit, au mois de mai, et c'est un échec cuisant. Le public et certains des soutiens de Renoir ne comprennent pas vraiment cette réorientation. Ça n'empêchera pas Renoir de continuer à peindre des nus. Au contraire, malgré ce revers, les dernières années de Renoir vont être accompagnées, vont témoigner d'une irrésistible ascension du nu et en particulier du thème des baigneuses. Donc si on considère les tableaux de Renoir catalogués dans la dernière version du catalogue raisonné de son œuvre. Donc j'ai un petit peu regardé tout ça, j'ai voulu compter. Entre 1900 et décembre 1919, donc le moment de sa mort, on dénombre environ 245 nus, contre une douzaine dans les années 1890, une cinquantaine dans la décennie 1880, et 7 entre 58 et 1870 et entre 15 et 20 dans les années 1870. Donc je suis un petit peu imprécise parce que c'est toujours un petit peu difficile de construire le corpus. Je n'ai pas compté ce que Manet appelait malicieusement les nus habillés, hein, c'est-à-dire les femmes qui sont un petit peu en chemise avec la poitrine légèrement dévêtue, et je n'ai pas compté les multiples petites études de Renoir. Donc j'ai compté ce qu'on pourrait considérer comme des tableaux complets. Donc pourquoi tant de baigneuses et tant de nus à la fin de la carrière de Renoir? Que veut-il nous dire? Que veut-il nous montrer? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut en faire en fait de toutes ces baigneuses? Donc je reviendrai d'abord à des éléments de contexte. J'ai oublié de vous montrer les dessins préparatoires que vous pouvez voir dans l'exposition. Je reviendrai à quelques éléments de contexte et à la situation paradoxale du nu en ce début de XXe siècle, autour de 1900. C'est un genre toujours aussi abondant au salon, au point que le critique Armand Sylvestre, que j'avais précédemment cité au sujet de Courbet, a créé une collection en 1888 qui s'appelle Le Nu au salon, donc uniquement consacrée chaque année au tableau de nu, et la parution durera jusqu'au tournant du siècle. Et ces nus, il se trouve que ce sont souvent des baigneuses, bon, très certainement évidemment en raison de la forte charge érotique du sujet. Et je vous montre, à titre de comparaison, un tableau de Paul-Émile Chabat qui s'est fait une spécialité de ces baigneuses en plein air et dont le titre « Joyeux ébat » pourrait être celui d'un tableau de Renoir. Et ça, c'est un tableau qui est présenté au Salon de 1899 et qui est immédiatement acheté par l'État, par l'administration des Beaux-Arts, pour les musées français. Donc c'était une des spécialités de Chabat que ces baigneuses, le plus souvent nues ou habillées, déshabillées en pleine nature.
Le thème des grands nus monumentaux est aussi investi par la modernité et par ce qu'on peut appeler les avant-gardes. Donc c'est le moment où l'ami Cézanne, dont Renoir est resté très, très proche et auquel le liait à la fois une amitié et une admiration mutuelle. C'est donc à ce moment-là que Cézanne travaille sur cette grande suite testamentaire de ces grandes baigneuses qu'il poursuit inlassablement jusqu'à sa mort en 1906. Et c'est évidemment à ce moment-là, en 1906-1907, que des artistes comme Picasso, comme Matisse ou comme Braque placent le nu au centre de leurs recherches. Et j'en veux pour preuve, par exemple, les Demoiselles d'Avignon de Picasso en 1907. Mais en même temps, et sans doute visait-il plutôt les productions un peu faciles à la manière de Chabat, les futuristes, une autre avant-garde, en appellent en 1910, face au succès, donc toujours non démenti du nu et des baigneuses dans les salons officiels, ils en appellent à la fin du nu. Ils exigent, j'ouvre les guillemets, pour 10 ans, la suppression totale du nu en peinture. Donc force est de constater que Renoir ne les a pas écoutés. Donc dans un tel contexte, les nus de Renoir, respectueux au moins en apparence des anatomies et des carnations, pourraient sembler en quelque sorte bien inactuels. Et c'est sans doute pourquoi nous avons peut-être un petit peu de mal aujourd'hui, pour certains d'entre nous, à les accepter. Ils ont été en quelque sorte comme chassés, si je puis dire, de ce récit de l'art moderne, alors qu'en fait, ils y avaient toute leur place et ils y ont eu toute leur place du vivant de l'artiste. J'en veux pour preuve cette grande baigneuse, splendide baigneuse de Renoir, qui a fait partie de la collection de Picasso. Et Picasso ne n'est pas contenté d'être un grand admirateur de Renoir. Il s'en est, je dirais, inspiré. En tout cas, il n'a pas manqué de faire un clin d'œil à Renoir à travers ce grand nu assis de 1921. On retrouve la monumentalité, on y reviendra, des corps qui caractérisent les baigneuses tardives de Renoir. Une liberté totale dans les proportions, nous y reviendrons, mais aussi, comme Renoir, ce lien très assumé, très affiché, très revendiqué avec la tradition. Ces baigneuses, regardant le pied, c'est évidemment, je reviens aussi à une autre comparaison avec la tradition, ces baigneuses se tenant le pied, regardant le pied, c'est évidemment à nouveau une référence à cette Diane au bain tant aimée de Renoir, mais aussi à cette statue, cette sculpture antique, le tireur d'épines, extrêmement célèbre au XIXe siècle et très, très reproduite. Donc je voudrais conclure cette conférence, il me reste un petit quart d'heure, avec ce que j'ai appelé l'atelier des grandes baigneuses de la fin, en mettant en avant la dimension exploratoire, combinatoire, qui est celle, à mon avis, des grandes baigneuses de Renoir. Combinatoire entre observation et fantaisie, combinatoire des corps, combinatoire des espaces et des perspectives, combinatoire des références. Et c'est tout à fait dans l'esprit de Renoir, qui est un peintre qui a toujours revendiqué avec beaucoup d'humilité, bon, peut-être une humilité feinte, je ne sais pas, mais en tout cas avec une humilité que je trouve personnellement très émouvante. Il a toujours revendiqué jusqu'à la fin ce qu'il appelle le droit de tâtonner, le droit d'hésiter, le droit de chercher. Et ce droit de tâtonner, je trouve qu'il s'exprime de façon très belle dans cette obsession finale des grandes baigneuses, qui est celle donc de sa peinture dans les années 1900-1910 et plus particulièrement à partir de 1910. Donc pourquoi tant de baigneuses dans l'œuvre de Renoir à la fin de sa vie ? Bon, peut-être pour des raisons tout simplement très terre à terre, déjà très, très matériel et biographique. Renoir est à ce moment-là un artiste établi, un artiste reconnu. Il a une vie plus stable.
Il a des maisons où il peut peindre, un train de vie qui lui permet de travailler longuement d'après le modèle vivant. Et on sait combien la présence d'un modèle est essentielle pour l'artiste. Et il est aussi important de s'attarder à cette question du modèle quand on parle ici de baigneuses et de corps nus féminins. Qui étaient ces jeunes femmes qui peuplent donc l'univers de Renoir? C'était le plus souvent, enfin tout le temps même, à ce moment-là, des domestiques, des jeunes femmes qui étaient au service de la famille et de façon plus exceptionnelle des modèles professionnels. Et d'ailleurs ce métier de modèle professionnel, c'est vraiment un métier qui naît au XIXe siècle. Avant, on mobilise plutôt les assistants dans les ateliers pour poser ou des membres de son entourage. Et en quelque sorte, Renoir revient à cette tradition de puiser ses modèles dans son entourage. Donc plusieurs catégories, les domestiques qui logent à demeure chez les Renoirs et selon les témoignages de la famille qui passent presque indifféremment de la cuisine ou du rôle de gouvernante à l'univers de l'atelier, donc qui pose entre deux soins donnés aux enfants. Et ce sera le cas par exemple de Gabrielle Renard qui va poser pour près de 200 tableaux de Renoir. Ce sont souvent donc des femmes des jeunes femmes qui font partie de la maisonnée et qui finalement vivent avec l'artiste et sa famille. Et Jean Renoir, donc le cinéaste, un des fils de Pierre-Auguste Renoir, écrira dans ses souvenirs: « J'ai mis beaucoup de temps à réaliser qu'elles étaient payées, mais je suis sûre qu'elle ne considérait pas cet argent comme un salaire. » Donc il entretient aussi cette idée d'une sorte de grand collectif informel qui s'organise autour de l'œuvre de Renoir. Mais ce qui frappe quand on regarde ces baigneuses, vous en voyez ici 2 exemples, c'est que cet ancrage dans le quotidien, cette forme de trivialité en quelque sorte, de très, très ordinaire, est absolument indécelable dans la peinture de Renoir. Vous voyez ici des odalisques, des nus couchés, qui nous transforment dans un ailleurs. On est pourtant dans la maison de Renoir. On est très souvent, on va y revenir, à Cagnes, dans le sud de la France, qui a été transformé en musée Renoir, dont je vous recommande très très vivement la visite si vous avez l'occasion de passer par là, à côté de Nice. Mais vous voyez, on est vraiment transporté à l'extérieur, dans un ailleurs de la maison et du quotidien. Et la thématique même de la baigneuse, elle contribue à cette échappée, ce qu'un auteur, un grand spécialiste de Renoir, John House, avait qualifié d'escapisme. Il avait appelé ça l'escapisme, dans cette manière de s'échapper du réel. Et je dirais qu'à la fin de sa vie, les baigneuses, ce thème de la baigneuse, et moins le prétexte du nu, comme il l'a souvent été dans la peinture du 19e et en partie chez Renoir dans les années 60, que le prétexte finalement a réactivé toute cette tradition antique et cette tradition du 18e très vénérée par Renoir. Et ce retour des baigneuses, c'est aussi très certainement pour Renoir, je vais vous montrer quelques exemples. C'est aussi pour Renoir, à mon avis, la mise en œuvre, la mise en image, en quelque sorte, d'une position qui était très, très forte. Il refusera souvent d'être considéré comme un impressionniste au sens de révolutionnaire, et il aura toujours à cœur d'affirmer au contraire que son but, c'était de rentrer dans le rang, comme il le disait, c'est-à-dire de s'inscrire dans une continuité plutôt que de faire rupture. Et à mon avis, c'est aussi le sens de ces baigneuses de la fin, et notamment de ces grandes baigneuses, cette œuvre testamentaire de 1919, où se lie en fait une forme de huis clos de la peinture, où s'inventent de nouveaux corps selon plusieurs modalités qui à la fois sont évidemment la propre imagination, le fruit de l'imagination et de l'observation, mais qui sont aussi le fruit d'un regard de Renoir sur les artistes qui l'ont précédé. On est vraiment aussi dans une sorte de dialogue avec le modèle et de dialogue de peintre à peintre. Et moi, ce qui me frappe, et c'est ce sur quoi je voudrais définitivement conclure dans les quelques minutes qu'il me reste, c'est finalement la fantaisie, l'utopie
une forme de désordre qui est à l'œuvre dans ces grandes baigneuses, amplification, déformation, arabesque. Tout est finalement à l'œuvre, mis en œuvre par Renoir pour inventer un autre monde, pour nous convier dans un ailleurs. Il ne faut pas oublier que ces grandes baigneuses, elles sont contemporaines de la Première Guerre mondiale, hein, comme de son côté Monet peignait les nymphéas. Renoir peint des baigneuses. Il a deux fils qui sont allés au front, qui en sont revenus blessés. Donc il est au cœur, hein, de la tragédie de son temps. Il la vit à travers ses enfants. Et la réponse de Renoir, donc, c'est cette échappée hors de la laideur et du tragique du monde. Il invente ainsi un nouveau corps, un nouveau type. Vous voyez ce corps renoirien avec une tête assez petite, une poitrine menue, des hanches très larges, arrondies, à rebours d'ailleurs, hein, des proportions qui étaient recommandées par une forme d'idéal académique. Et Renoir avait cette phrase très belle, dont je ne sais plus si c'est un propos... oui, c'est un propos rapporté, donc j'espère que c'est vrai, mais elle est très belle. Renoir disait, c'est parce qu'on s'est dessiné qu'on s'est déformé. Et donc vous voyez tout ce travail de déformation qui va à rebours, d'ailleurs, du propre corps de Renoir lui-même, hein, tout en angle. Comme le disait un des marchands qui le visitait souvent dans son atelier, il décrivait ce corps de Renoir tout en angle et d'une pièce comme des cavaliers désarçonnés des soldats de plomb. Et donc à cette raideur, à cette maigreur des soldats de plomb, vous voyez que le peintre, alors âgé, paralysé, oppose au contraire des courbes toujours plus généreuses, toujours plus souples de ces baigneuses en pleine santé et en pleine lumière. Et d'ailleurs, pour avoir cette pleine lumière du midi, il se fait construire un atelier, donc vous voyez ici une photo, un atelier dans le jardin de sa maison de Cagnes, qu'il munit de grandes baies sur plusieurs côtés, alors que traditionnellement, un atelier, on a une fenêtre à la lumière du nord pour que la lumière soit égale. Et c'est un moyen finalement pour Renoir d'avoir une lumière de l'extérieur en intérieur et de pouvoir composer entre tous ces univers qui réunissent à la fois l'intérieur et l'extérieur. Ce thème des baigneuses donc, lui permet aussi de développer, de procéder par arabesque, volute. Donc il y a une dimension décorative qu'on avait déjà vue dans les baigneuses de 1887. Donc des arabesques qui se répondent et qui s'inscrivent aussi dans une longue tradition, celle du nu féminin collectif, du groupe de femmes entre elles, hein, vues à leur insu, donc sous le regard masculin. Et là, on est en différence assez complète avec, donc dans la lignée de Boucher, de Ingres, j'y reviendrai, mais en opposition assez complète avec un regard féminin, celui que posait Suzanne Valadon, dans ces baigneuses qui sont d'un esprit, qui sont tout à fait contemporaines de celles de Renoir, mais vous voyez, dans un esprit très, très différent. Renoir c'était ma surprise. Renoir ne renie pas, enfin ne refuse pas cette dimension fantasmatique, hein, qui est tout à fait présente et qui est presque indissociable de ce sujet des femmes entre elles et des baigneuses entre elles. Et il s'inscrit, il fait référence, à mon sens, à un tableau très, très important qui a été montré au Salon d'automne en 1905, qui sont ceux qui peuplent ce bain turc de Ingres, qui entre au Louvre en 1911, donc qui est montré au Salon d'automne en 1905, qui entre au Louvre en 1911 et qu'admirait beaucoup Renoir. C'est aussi une œuvre testamentaire, c'est un point commun entre les deux peintres. Et vous voyez, chez l'un comme chez l'autre, cette volonté, cette distorsion imprimée au corps, qui sont finalement guidés par les impératifs
impératif de l'arabesque, de la construction qui s'échappe complètement de l'observation. Et ce tableau a fait l'effet d'une véritable révélation. Il a fasciné des générations de peintres, et à l'époque, en 1905, il a fasciné le jeune Picasso. Mais je dirais que, contrairement à Ingres ou à Picasso d'ailleurs, à ce moment-là, chez Renoir, ce thème de l'arabesque va dans le sens de l'effusion. Il libère les formes qui s'épanchent au mépris, dans un mépris toujours plus affiché des règles anatomiques et des règles académiques. Je voudrais citer ici, pour finir cette conférence, je voudrais citer ici une phrase d'un historien de l'art américain qui connaît Renoir, qui fréquente Renoir et qui a vu certains de ses tableaux dans son atelier, l'historien de l'art américain Walter Pash, qui écrivait de Renoir: « Si l'organisation de la toile exigeait quelque altération des proportions naturelles, si les ondulations des rythmes linéaires exigeaient le déplacement de quelques parties du corps, si le jeu de la lumière et de la couleur exigeait contre les éléments de l'avant et ceux de l'arrière-plan une relation sans accord avec la vision photographique, Renoir n'hésitait guère à donner aux nécessités de la composition la prééminence sur la matérialité de fait. Et en effet, dans sa vieillesse, il rejetait catégoriquement la notion d'exactitude visuelle comme critère valable de la perfection. » Et je voudrais donc terminer sur cette magnifique citation qui, à mon avis, nous donne une belle clé pour regarder Renoir aujourd'hui, et dont peut-être Picasso, le Picasso des années 30, cette fois, non pas le Picasso classique des années 20, nous a peut-être donné la clé. C'est peut-être dans cette déconstruction joyeuse, cette force explosive des baigneuses alanguies, en même temps insouciantes, tout à la contemplation et au présent de l'instant, en plein soleil, qu'il nous faut continuer à regarder et à aimer Renoir. Je vous remercie beaucoup.